petite vidéo bricolage aujourd'hui. Et oui, on va pas parler des trop geeks, on va parler vraiment bricolage, pas du tout de jeux vidéo. Je suis à Iville-sur-Seine, c'est assez loin de chez moi quand même. Et vous allez vite deviner pourquoi est-ce que je suis là. Alors, comme vous pouvez le voir, ici on est dans une carrière, voilà. la carrière d'Iville-sur-Seine. Alors dans une carrière on trouve majoritairement du sable, du caillou, mais moi je suis pas venu chercher ça, je suis venu chercher du concassé calcaire. Alors le concassé calcaire ça vous parle peut-être pas beaucoup, mais c'est un peu comme du sable, c'est entre le sable et la roche, c'est du calcaire en gros grain ou petit grain, ça dépend lequel que vous trouvez. Ici, proche de chez moi, il n'y a que du 06 et encore c'est difficile à trouver. Vous pouvez trouver ça en plusieurs couleurs. On a ça, là moi j'ai pris en couleur un peu blanche, mais on a aussi du ocre, on a aussi du gris. C'est proche de Tourville-la-Rivière, je crois qu'ils ont du gris. Donc ça dépend en fait l'importateur que vous avez dans le coin ou même la carrière que vous avez dans le coin. Ici je crois que c'est plus de l'importation que de la carrière parce que ici c'est plus du sable, c'est une carrière de sable et de cailloux. Donc cherchez bien, vous allez voir, avec ça on peut faire pas mal de bonnes choses et je vais vous montrer vite fait comment on fait. A savoir que le concassé calcaire est le nom générique que l'on retrouve partout sur internet sur les sujets traitant de ce que l'on va faire avec. À Iville-sur-Seine, il faudra demander du sable de Haute-Verne qui est dénommé ainsi car prélevé à Haute-Verne dans l'Eure. Comme vous pouvez le voir, le concassé calcaire a tendance à s'agglomérer et son grain 0,6 est ce qui fera toute la différence avec un sable classique en 0,2 ou 0,4. Le premier chiffre étant la plus petite taille de grain, c'est-à-dire ici la poussière, et 6 étant la plus grosse taille de grain en millimètres. Point de vue transport, la remorque est indispensable et prudence à ne pas la surcharger, à ne pas dépasser les capacités de votre permis si vous n'avez pas le permis E, et à couvrir la remorque lors du transport pour éviter que le sable parte à tout vent. Prévoyez aussi de quoi pallier à une crevaison. Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, nous allons faire du parement avec du concassé calcaire. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Eh bien, c'est à vous de voir, mais je vais essayer de résumer les avantages et inconvénients de faire son parement par rapport à l'acheter. Premier avantage, le prix. À partir de 5 à 6 € le mètre carré, et un peu plus si on fait du parement pour extérieur, un poil plus renforcé via de la fibre et de l'hydrofuge, comparé aux 40 € demandés en grande surface, la différence est énorme. Deuxième avantage, le prix. Oui encore, là vous ne voyez que le parement, tout plat, tout simple. Sachez qu'un moulage spécifique, comme par exemple les parements en angle, c'est 50 € les 4 angles chez Leroy Merlin. Et ici, vous en aurez pour environ 2,50 €. Et je ne vous parle pas des moules un peu personnalisés, style numéro de maison, chapeau de muret, chapeau de pilier, etc. Des grosses roches façon bordure de trottoir. À vrai dire, il n'y a que la limite de votre capacité à faire des moules qui vous retiendra. Troisième avantage, le sur-mesure. Vous voulez un chapeau de pilier de 41 par 41 cm alors qu'il n'y a que du 30 par 30 ou 40 par 40 en magasin? Pas de souci, vu que c'est vous qui ferez le moule. Vous voulez faire croire à un poteau en pierre entière qui ferait 3 côtés d'un coup? Chose impossible avec des parements du commerce? Pas de problème, un moule en U qui prend en sandwich votre poteau et qui en plus s'adapte à la largeur de celui-ci et c'est parti. Votre parement est fissuré ou votre moulage était imparfait? Pas de problème, il suffit d'appliquer à la main une rustine et de frotter pour ainsi araser au plus le surplus. Comme c'est vous qui faites le parement, vous avez exactement la bonne matière pour rattraper les défauts et tout sera invisible au final. Quatrième avantage, l'uniformisation. En effet, tout un mur entier peut garder une uniformité esthétique. Le tout complété avec des joints traditionnels comme des joints à la chaux et on pourra croire que ce mur est en fait un mur fait en pierre à l'ancienne, des pierres de taille tirées d'une carrière du coin. Cela dit, il y a évidemment des inconvénients. Le premier de taille, c'est le temps. Faire 45 mètres carrés de parement pour ma part m'a pris beaucoup de temps. Entre les 25 mètres de dessus muré, la centaine d'angles de différentes tailles, les chapeaux de piliers, etc. Il m'aura fallu 4 mois pour tout mouler et coller en travaillant le soir et la quasi-totalité de mes week-ends. Et ça, c'est sans compter les quelques tendinites que j'ai eues.
Faire son parement soi-même prend donc un temps fou si votre chantier est de taille conséquente. La seule façon de diminuer ce temps, si vous comptez faire une maison entière par exemple, c'est de vous faire livrer un camion de concassé, d'utiliser une bétonnière et de multiplier les moules et la surface disponible pour les faire sécher. Le deuxième inconvénient est le choix. Hormis ceux qui peuvent faire leurs moules eux-mêmes, il vous faudra vous fournir sur des sites comme Napster-Collection, où le choix est correct mais pas aussi important que les parements de grande surface de bricolage. Ici, il est surtout question de faire de la pierre semblable à la pierre naturelle calcaire. Pas d'ardoise, pas de quartz et autres précuites. Certes, il est toujours possible de mouler un parement du commerce si on veut un type particulier qui est disponible en grande surface de bricolage à proximité, mais les matériaux, eux, ne changeront pas et seront toujours limités à ce que l'on trouve en carrière. Bien sûr, sur les forums, vous trouverez également des gens qui font des parements dignes de vraies pierres, c'est vraiment des trompe-l'œil, seulement ça nécessite encore plus de temps pour faire des grandes surfaces. Le troisième inconvénient, c'est la poussière. En effet, si vous faites ça comme moi dans votre sous-sol sera vite rempli d'une épaisse couche de poussière un peu partout, et le nettoyage à la fin des travaux risquera d'être assez fastidieux. Quatrième inconvénient, la difficulté pour trouver du concassé calcaire. Beaucoup de carrières ne comprennent pas ce que vous voulez et ne connaissent que le nom de leurs produits. Et tout dépend de qui vous avez au téléphone. On m'a souvent pris pour un illuminé quand j'expliquais ce que je cherchais et ce que je voulais faire avec, avant de tomber sur la bonne carrière où les gens ont essayé à comprendre mon public. D'ailleurs, pour trouver plus facilement des carrières pour ce genre de produit, il y a le site Rêve de Pierre. Rentrez ça dans Google avec carrière au bout et vous aurez une liste alimentée par les utilisateurs, rangée par département. Vous y trouverez aussi un forum où les conseils et idées ne manquent pas. Bref, passons à la pratique. Voici 800 kg de calcaire dans mon garage et ma truelle, telle la Master Sword plantée en attendant l'action. On va commencer avec ce genre de moule acheté sur Napster-Collection, un moule résistant en polypropylène déformé par la chaleur et plaqué sur une pierre master par aspiration. Un moule peu cher à produire et très efficace. Les miens ont tenu 45 m² sans brancher pour peu qu'on en huile le moule à l'huile premier prix avant chaque session. On mélange 4 doses de sable pour une dose de ciment blanc et on met, si on souhaite, un peu de fibre et d'hydrofuge, genre du Siki Latex. On évite les accélérants de moulage, ça ne marche pas, pour celui que j'ai testé en tout cas. C'est peut-être plus spécifique au béton gris traditionnel. Le démoulage peut se faire à partir de 2 jours en prenant tout de même garde à ne pas exercer trop d'efforts sur le parement. Le séchage complet sera atteint au bout de 5 jours environ suivant la météo et l'exposition au soleil si vous stockez dehors. Si vous fabriquez un moule qui n'exerce aucun effort au démoulage et dont le parement n'est pas super épais, 2 cm environ, alors un démoulage tous les jours par temps chaud est envisageable, afin de maximiser le rendement du moule, mais attention à ne pas choquer le parement. Pour les grosses pièces, il est préférable d'attendre au moins 3 à 4 voire 5 jours pour les très grosses pièces, style par exemple les angles, assez massifs mais fragiles. Certains mettent du pigment ensuite pour vieillir la pierre. J'ai testé, ça fait pas mal, mais c'est pas des plus indispensables dans mon cas et ça rallonge le temps de fabrication. J'ai donc opté pour du parement non pigmenté qui vieillira naturellement et non artificiellement. D'autant plus qu'ajouter des pigments sur une surface me faisait douter de la tenue lors du nettoyage au Karcher. Mais vous pouvez également utiliser des moules personnalisés en bois, associés à un revêtement hydrofuge, mélaminé ou stratifié. Ici c'est un futur dessus muré avec un moule en plan de travail de cuisine. Vous pouvez également utiliser du bois hydrofuge dans la masse ou rajouter une feuille de polypropylène comme pour ces moules en angle où toutes les pièces sont amovibles. Ou pour des tirages très limités, vous pouvez utiliser du bois non d'hydrofuge mais vitrifié et graissé avec de la graisse de vaseline. L'important étant qu'aucune surface ne soit appelée à glisser contre le moule pour le démoulage, car cela vous empêchera de retirer le moule sans abîmer le parement. Toutes ces chutes de bois sont des chutes vendues en gros par les magasins de bricolage, du genre 20 € le caddie, ce qui représente bien plus que tout ce qui m'a servi pour faire ces moules. Une fois vos parements bien secs, vous n'avez plus qu'à les coller avec une spatule à cran carré 6-6, voire plus gros si vous trouvez. Respectez ces quelques règles. Toutes ces règles sont assez simples et découlent directement des méthodes de construction ancestrales qui sont l'évidence même et qui, si vous les respectez, donnera l'illusion d'un vieux mur à ceux ne sachant pas ce qu'il y a dessous. Premièrement, on évite des lignes continues. Ceci car elles sont propices à l'apparition de fissures et donc de problèmes de structure sur des vrais murs en pierre. Deuxièmement, on évite la répétitivité. Les grosses pierres identiques doivent être éloignées le plus possible de leur copie, et si possible dans des sens différents. Les petites pierres également, mais dans une moindre mesure car il est plus facile de repérer une répétitivité sur une grande surface qu'une petite, justement par le plus grand nombre de points de comparaison sur ces grandes surfaces. Vous l'aurez compris, donc il ne faut absolument pas mouler que des grosses pierres.
Troisièmement, s'imposer des contraintes. De la contrainte naît la créativité. Un agencement en biais d'une pierre un chouïa jolie, de par son presque assemblage avec une autre, vous obligera à utiliser certaines autres pierres différemment. Cela contribuera à la non-répétitivité et amènera des assemblages originaux et esthétiques. D'ailleurs, il ne faut pas hésiter à casser certaines pierres, petites ou grosses, et à en arrondir les bords, pour créer de nouvelles pierres, pouvant vous aider dans certaines situations. Quatrièmement, quand vous avez un angle sortant, n'utilisez pas de parement plat. Ça se voit que vous avez mis du parement, et du coup ça tue l'effet vrai mur en pierre. Prenez le temps qu'il vous faut, mais faites des angles vous-même. La finition lisse passée au chemin de fer est parfaite, elle dénotera avec le côté pierre non taillé des parements. Avec des parements aux parois de 2,5 cm d'épaisseur environ et une hauteur de 40 cm au minimum, vous pourrez respecter une règle simple qui veut que l'angle ne doit pas être collé à une pierre plus grande de la moitié de sa hauteur. Cette règle permet de mettre en valeur ces angles en renforçant leur côté massif. Chose également à savoir, si vous n'arrivez pas à faire des pierres en U ou des moulages directement sur le mur, dans cette forme, vous pouvez également mettre un L et un parement plat avec un léger vide à la jointure. Vous comblerez ce vide avec du concassé calcaire à la main et quand tout sera sec, un petit coup de chemin de fer et ni vu ni connu, on croira que c'était la même pierre. Une petite fissure? Pas de souci. Par temps chaud, appliquez du concassé calcaire très liquide à la main sur la fissure et frottez en cercle pour la faire disparaître. Et le temps chaud fera sécher rapidement le joint et les derniers mouvements de rotation viendront amalgamer de la poussière, redonnant ainsi la même colorimétrie que la pierre d'origine. Maintenant, il faut faire des joints. D'ailleurs, je vous conseille le joint à la chaux. C'est vraiment excellent. Ça se fait très bien, le rendu est magnifique, ça colle à l'effet traditionnel que l'on souhaite donner au mur. C'est très résistant, ça n'empêche pas le mur de respirer suivant la chaux utilisée, et enfin, c'est vraiment pas cher. Du sable blond 0,4 et 40 kg de chaux NHL 3,5 de Saint-Acier par exemple, qui est une bonne marque, et vous pourrez jointer votre parement avec un coût d'environ de 2 € le mètre carré. La pose se fait en plusieurs temps. Première étape, remplir. Pour ça, j'utilise une poche à joint EX40 de chez Experten System, sans embout, dont la découpe a été faite assez large. Le mortier est assez fluide et je n'ai pas peur de faire de gros pâtés. Le mélange d'ailleurs est fait à 5 volumes de sable pour 2 de chaux. Ensuite, pendant qu'on avance, les premiers joints ont commencé à figer. Ils sont un peu plus solides et il est temps de les tasser grossièrement. On tasse donc avec une petite truelle plus ou moins fine suivant la taille de vos joints. On n'hésite pas à couper ce qui dépasse une fois tout tassé. Et enfin, le temps que l'on fasse ça sur tout ce que l'on a préalablement jointé, il se peut que le séchage soit presque suffisant pour passer à la finition. Le coup de balai à poil dur en nylon. On frotte doucement à plat, en évitant de creuser les joints, et la chaux laissera apparaître les cailloux du sable, tout en épousant à merveille les formes des pierres et des joints déjà secs que l'on aurait pu faire au préalable. Ramassez toute la chaux tombée à terre lors du processus, remettez-la dans un seau avec de l'eau, rajoutez une truelle de chaux et hop, on la réutilise. Et ouais, c'est économique en plus. Ensuite, une fois tous les joints terminés, si vous avez des traces blanches indésirables sur vos parements, on peut passer avec des gants appropriés, une brosse avec de l'acide chlorhydrique dilué pour supprimer ce voile. Et surtout, bien rincer après. Quelques jours après la mise en place, vos joints sont secs. Et enfin blancs, ou presque, et non plus gris clair. Voilà, votre mur est terminé, et vous pouvez être fiers. Les semaines voire les mois de travail fournis n'ont pas été en vain. Et un mur dégueulasse en aglo posé n'importe comment passera ainsi pour un vieux mur en pierre tout à fait crédible, car bon, vous prenez, il est vieux. D'ailleurs, on peut aisément corriger légèrement un défaut de planéité d'un mur, car tous les parements ne font pas la même épaisseur. À vous de jouer avec. Voilà, pour des raisons évidentes de protection de la vie privée, je ne mettrai pas une vue générale du muret que j'ai fait. Mais vous trouverez quelques exemples sur les différents sites précités. Voilà, cette vidéo est donc terminée. J'espère que cette vidéo de bricolage vous aura plu. Elle n'est pas du tout dans le style de la chaîne habituelle jeux vidéo, bricolage autour du jeu vidéo quand il y en a. Pour l'instant, il n'y en a pas encore. Mais c'est une vidéo donc sur le bricolage en général, un truc qui détourne un peu les façons de faire habituelles. J'espère que ça vous aura intéressé. Si vous êtes venu pour ça, uniquement pour cette vidéo là, je vous conseille de vous abonner parce qu'il y en aura peut-être d'autres. C'est toujours dans mon style de contourner les us et coutumes de la maçonnerie et d'autres choses dans le bricolage pour pouvoir faire quelque chose d'innovant et avant tout de quelque chose de bien fait, parce que c'est toujours mon credo à moi, faire les choses correctement, le plus joli possible ou le plus fonctionnel possible, le plus innovant possible, et quitte à tout faire moi-même, inventer, voilà, donc
ça sert à ça, cette chaîne-là, ça sert à démocratiser voilà, le phénomène de faire soi-même, maker faire, c'est pas, oh, j'ai maker faire, c'est là, bref. Et donc voilà, cette vidéo a pour but donc de documenter la chose, parce que sur le net avant il n'y avait pas beaucoup de vidéos sur ce thème-là, à chaque fois c'était assez succinct, et là je me suis dit il y a un besoin, allez hop, on fait ça. Qui sait, peut-être que ça va vous motiver vous à faire pareil chez vous. Moi je suis pas du tout sectaire, vous pouvez faire pareil que moi, je m'en contrefous, du moment que ça fait joli aussi chez vous. Et pour tous ceux qui ont regardé cette vidéo, alors qu'ils viennent ici pour des parties jeux vidéo, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura donné l'idée de bricoler chez vous, si c'est pas déjà le cas, parce que le stéréotype du geek boutonneux qui reste devant son PC toute la journée, je pense pas que ce soit la grande majorité des geeks. Néanmoins, voilà, aussi au moins on aura un exemple d'un geek qui sait faire quelque chose de ses 10 doigts. Merci, allez, ciao!